et enfin la thiolyse par le CoA avec élimination d'un acétyl-CoA dans chaque tour de dégradation d'acide gras. On a vu que on a vu quelques éléments de l'oxydation des acides gras insaturés ou polyinsaturés avec le rajout de quelques enzymes. Dans la biosynthèse des acides gras, on a vu que ce n'était pas l'inverse de la dégradation et que la synthèse de l'acide gras se passe aussi par 4 étapes, qui est la condensation, la réduction par le NADPH, la déshydratation et la réduction par le NADPH. Donc, on a vu quelques différences avec la dégradation. On a vu aussi la biosynthèse des triglycérides, donc glycérol plus acide gras. Et on a vu la dernière fois aussi la biosynthèse du cholestérol. On a parlé d'un schéma général avec le squelette de ce schéma que je vous ai demandé de connaître par cœur, c'est-à-dire le schéma général de la formation du cholestérol, sans apprendre les détails que je vous ai donnés des différents schémas. Mais par contre, le schéma général, il faut le connaître par cœur, qui part de l'HMG-CoA pour donner le cholestérol. Donc, on a vu aussi les régulations pour les deux, la synthèse d'acide gras et la synthèse du cholestérol. Et aujourd'hui, on va voir le métabolisme des acides aminés. Donc, je crois que tout le monde connaît les acides aminés, donc les constituants des protéines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'excès des acides aminés ne peut être mis en réserve différemment au glucose et aux acides gras. Donc, les acides aminés, on ne les trouve pas en réserve dans notre cellule, contrairement au glucose et aux acides gras. Ils ne peuvent même pas être excrétés directement, parce que la plupart des fonctions des alpha-amines, de surplus des acides aminés, sont converties en urée. Donc, la molécule d'urée, que vous avez déjà vue, j'espère. Et donc, la plupart des fonctions alpha-amines des acides aminés sont converties en urée, tandis que les squelettes carbonés des acides aminés sont transformés en acétyl-CoA, en acétoacétyl, pyruvate ou l'un des autres intermédiaires du cycle de l'acide citrique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, les acides aminés ne sont pas mis en réserve dans nos cellules comme le glucose ou les acides gras. Et la fonction alpha-amine des acides aminés, elle est convertie en urée, tandis que le squelette des acides aminés sont transformés en acétyl-CoA et en acétoacétyl pyruvate ou l'un des autres intermédiaires du cycle de Krebs. Ainsi, les acides gras, les corps cétoniques et le glucose peuvent être formés à partir des acides aminés. Parce qu'on va voir la dégradation aussi là pour les acides aminés et la synthèse. La dégradation des acides gras va nous emmener à former des intermédiaires de l'acide citrique ou, le cycle de Krebs. Alors que pour certains éléments tels que le glucose et les corps cétoniques, on va voir aussi, peuvent être formés à partir de ces acides aminés. Donc, en fait, les protéines et les peptides qui sont formés par les acides aminés doivent être hydrolysés par des enzymes qu'on appelle les enzymes protéolytiques. Pardon? Donc, éteignez vos micros, s'il vous plaît.
les protéines et les peptides doivent être hydrolysés par les enzymes protéolytiques dans le tractus gastro-intestinal parce que pour avoir des acides aminés, les protéines et les peptides sont catalysés ou hydrolysés par des enzymes qu'on appelle les enzymes protéolytiques. Et souvent, ça se passe dans le tractus gastro-intestinal. Ces enzymes sont sécrétées par l'estomac, le pancréas et l'intestin grêle. Mais ces enzymes sont en général sécrétées par ces organes sous forme de ce qu'on appelle de zymogènes inactifs. Ces zymogènes inactifs, ces enzymes vont être activés après pour pouvoir hydrolyser ces protéines et ces peptides. Donc, des 3 zymogènes qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pepsinogène, c'est une enzyme inactive qui va être activée pour donner la pepsine sous l'effet de HCl. Cette enzyme qu'on appelle la pepsine, elle a une large spécificité d'attaque, principalement sur les acides aromatiques, parce que chaque enzyme va attaquer certains types d'acides aminés. Et la pepsine va attaquer principalement les acides aminés aromatiques. Au niveau du sucre pancréatique, dans l'intestin, on trouve également des zymogènes inactifs qui doivent être transformés sous forme active, tels que la chymotrypsinogène, qui va devenir chymotrypsine actif, la trypsinogène, qui va devenir la trypsine, le procarboxypeptidase A et B, qui va devenir carboxypeptidase A et B. Donc ça, pour vous donner une idée sur les enzymes qui vont dégrader les protéines et les peptides pour donner des acides aminés qu'on va voir maintenant leur métabolisme. Donc, on a des enzymes inactives qui vont s'activer et ces enzymes inactifs, on les appelle les zymogènes inactifs et puis pour devenir des enzymes actifs. Donc là, ce schéma, il indique juste en général le métabolisme des acides aminés. Un acide aminé va se dégrader et va donner un squelette avec des atomes de carbone et va donner, parce que l'acide aminé, il contient la fonction alpha-amine, va donner, cette fonction alpha-amine va se transformer en NH3 qui va donner l'urée. Alors que le squelette des atomes de carbone des acides aminés vont donner, comme on a dit, d'autres molécules qui sont des intermédiaires de cycle de Krebs, tels que le glucose, tel que l'acétyl-CoA, ou bien donner du glucose, ou bien donner des corps cétoniques, ou bien se transformer en CO2. On va commencer maintenant la dégradation des acides aminés. Comme vous le savez, la formule d'un acide aminé contient une fonction amine et un squelette carboné. R c'est le radical. Donc, en général, le groupe alpha-amine de nombreux acides aminés, dans la dégradation des acides aminés, est transféré à la molécule alpha-cétoglutarate. Une fois que le groupe alpha-amine de l'acide aminé est transféré à l'alpha-cétoglutarate, il y a formation du glutamate. Et c'est ce glutamate qui va être désaminé pour produire du NH4+, ce qu'on appelle l'ion ammonium. Donc, je répète,
l'acide aminé, les fonctions, il contient une fonction alpha-amine et un squelette carboné. Ce squelette, qui est le radical R, va changer d'un acide aminé à un autre. Donc, la fonction alpha-amine, elle, va être transférée en général à l'alpha-cétoglutarate et l'alpha-cétoglutarate va se transformer en glutamate. Donc ça, c'est une première étape. Il y a transfert du groupement alpha-amine à l'alpha-cétoglutarate, puis formation du glutamate. La deuxième étape, c'est une désamination, c'est-à-dire on enlève le NH4+, de la formule, formation de NH4+, à partir de NH3+, pour produire de l'ion ammonium qui est le NH4+. Vous m'arrêtez si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, ça, c'est en général. En détail, on va détailler donc cette dégradation. Donc, cette dégradation, on a dit, se fait en deux étapes. La transamination, c'est-à-dire transfert, pour se rappeler, transfert, amination de la fonction amine, transfert de la fonction amine. Et la deuxième étape qu'on va voir, c'est la désamination, c'est-à-dire enlever la fonction amine pour former NH4+. On va commencer par la première étape qui est la transamination. La transamination, on a en général un acide aminé 1. Plus un alpha-cétoacide va donner un alpha-cétoacide plus un acide aminé 2. Ça, c'est la formule générale. On a un premier acide aminé auquel on rajoute un alpha-cétoacide, va donner un alpha-cétoacide plus un autre acide aminé. Exemple, dans la réaction qui est en dessous, avec les formules, donc on a, suivez mon curseur, on a un acide aminé 1 avec le radical R1. Cet acide aminé contient le radical R1 et contient bien sûr la fonction amine. Quand on le met en présence d'un alpha-cétoacide, donc avec la fonction cétonique, qui contient un radical 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert de cette fonction amine de l'acide aminé 1 au niveau de cet alpha-cétoacide. Et on obtient, c'est là, le radical 2, regardez, le radical 2, on a cette fonction amine qui vient ici, sur cétoacide, et on a formation d'un autre acide aminé, différent de l'acide aminé 1, qu'on va appeler l'acide aminé 2, parce qu'il a le radical 2. Et du coup, puisque cet acide aminé, on lui a enlevé la fonction amine, il va devenir un alpha-cétoacide avec le radical R1. L'enzyme qui intervient dans cette réaction, c'est une aminotransférase parce qu'elle va transférer la fonction amine. Donc, il y a transfert de la fonction amine de l'acide aminé 1 pour former l'acide aminé 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va voir des exemples. Par exemple, l'acide aminé aspartate, on va lui rajouter l'alpha-cétoglutarate
Et grâce à une aspartate aminotransférase, on obtient l'oxaloacétate plus le glutamate. Donc, l'aspartate qui est l'acide aminé 1, plus l'alpha-cétoglutarate qui est l'alpha-cétoacide, va donner l'acétoacide plus un autre acide aminé 2, qui est le glutamate. L'alanine, qui est un autre exemple, l'alanine qui est l'acide aminé 1, on va lui rajouter l'alpha-cétoglutarate qui est un cétoacide, va donner le pyruvate qui est un alpha-cétoacide plus le glutamate qui est l'acide aminé 2. Là, dans ce cas, on va parler de l'enzyme alanine aminotransférase parce qu'il a transformé, il a transféré la fonction amine de l'acide aminé alanine. Ici, aspartate aminotransférase parce qu'il a transféré la fonction amine de l'aspartate. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, là, c'est la première étape de la dégradation des acides aminés qui est la transamination. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est la désamination. Désamination, enlever la fonction amine. La désamination oxydative du glutamate est réalisée dans la mitochondrie par la glutamate déshydrogénase. Donc, comment ça se passe? On a le glutamate, on va lui, avec la fonction amine, bien sûr, on va rajouter soit du NAD+ ou NADP+, ça marche avec les deux coenzymes, soit NAD, soit NADP. Contrairement à certaines réactions qu'on va voir qui se passent soit qu'avec NADPH. Donc là, on a les deux sont valables, soit NAD+, soit NADP+. Cette glutamate plus NAD+, ou plus l'eau va donner l'alpha-cétoglutarate plus NADH ou NADPH, parce qu'on a une oxydoréduction, mais en plus NH4+, qui est l'ion ammonium. Donc là, dans la désamination, on a formation de l'ion ammonium NH4+. Donc, là, on a une désamination oxydative du glutamate. La fonction amine du glutamate qui est là, c'est elle qui va donner NH4+, et le squelette du glutamate va donner l'alpha-cétoglutarate. Cette réaction est catalysée par la glutamate déshydrogénase qu'on appelle la GDH. Glutamate déshydrogénase. Cette enzyme, elle est inhibée par l'ATP et GTP et elle est activée par l'ADP et le GDP. Donc, je répète, donc là, le catabolisme des acides aminés, on trouve deux réactions, la transamination et la désamination. La transamination va transférer la fonction alpha-amine de l'acide aminé pour former un autre acide aminé et la désamination va enlever la fonction amine pour former de l'ion ammonium NH4+. La première enzyme va utiliser une aminotransférase,
Donc, ça dépend de l'acide aminé sur lequel on travaille. Exemple, l'aspartate, aspartate aminotransférase, l'alanine aminotransférase. Et puis, la désamination se fait par élimination et formation de NH4+, grâce à une glutamate déshydrogénase en présence soit du NAD+, soit du NADP+. Donc, la transamination et la désamination oxydative du glutamate se fait si on regarde ce schéma, on a un aminoacide qui va se transformer en alpha-cétoacide grâce à une aminotransférase, puis on a la fonction de la glutamate déshydrogénase qui va transformer le glutamate en alpha-cétoglutarate simultanément avec la réaction NAD+, NADH avec oxydoréduction, plus la formation de NH4+, l'ion ammonium. En fait, on va voir maintenant que ce NH4+, c'est lui qui va nous donner la molécule d'urée grâce au cycle de l'urée. Parce que le NH4+, c'est une molécule toxique pour la cellule, donc il faut l'éliminer grâce au cycle de l'urée qu'on va voir. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, je passe au cycle de l'urée. Donc, le cycle de l'urée, au fait, il se passe à cheval entre deux compartiments, le cytosol et la mitochondrie. Donc, vous voyez dans le schéma, on a le cytosol où se passent des réactions et on a la mitochondrie, ce qui est indiqué en jaune, où il y a d'autres réactions qui se passent. Donc, le cycle de Krebs le cycle de l'urée se passe entre le cytosol et la mitochondrie. En fait, le cycle de l'urée, il est utilisé par la plupart des vertébrés pour éliminer l'excès d'ammonium sous une forme moins toxique. Notre cycle va débuter, si suivez le précurseur, va débuter ici dans la mitochondrie. Donc, on a une molécule de CO2 plus l'ion ammonium formée par désamination qui va se transformer en carbamyl, une molécule qui s'appelle le carbamyl phosphate. Le CO2 plus NH4 plus vont se transformer en carbamyl phosphate. Donc là, je ne l'ai pas indiqué dans le schéma, vous le complétez s'il vous plaît. Cette réaction de transformation de CO2 plus NH4 plus en carbamyl phosphate, là, dans cette réaction, on a consommation de 2 molécules d'ATP. Donc, vous rajoutez ici 2 molécules d'ATP et grâce à une enzyme qui s'appelle la carbamyl phosphate synthétase. Donc, c'est une enzyme qui va nous synthétiser le carbamyl phosphate. Donc, vous rajoutez ici consommation de 2 molécules d'ATP et l'enzyme carbamyl phosphate synthétase pour pouvoir former le carbamyl phosphate. Donc, ceci se passe dans la matrice mitochondriale. Cette réaction se passe dans la matrice mitochondrienne.
Une fois que le carbamyl-phosphate est formé, il se lie avec une autre molécule qui s'appelle l'ornithine pour donner la citrulline. La citrulline va se transformer en arginosuccinate avec rajout de l'aspartate. Donc, la citrulline va se lier à l'aspartate pour donner l'arginosuccinate. Donc, là aussi, vous rajoutez qu'il y a consommation d'une molécule d'ATP. Donc, on a vu consommation de 2 molécules d'ATP dans la formation de carbamyl-phosphate et dans la formation de l'arginosuccinate, grâce à la citrulline et l'aspartate, il y a aussi consommation d'une molécule d'ATP. Une fois l'arginosuccinate formé, on a formation d'une molécule d'arginine et formation d'une molécule de fumarate. L'arginine formée va se transformer en ornithine, qui va être utilisée après dans le cycle, mais elle va former aussi une molécule de l'urée. Donc, il va éliminer la molécule toxique pour la cellule qui est l'ion ammonium sous forme d'urée. Et c'est le but de ce cycle. C'est l'élimination de la forme toxique ion ammonium sous forme d'urée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'urée. Le but, c'est la formation de l'urée pour éliminer l'excès d'ion ammonium dans la cellule. Donc, je répète, l'ornithine va se lier au carbamyl-phosphate qui est formé à partir de l'ion ammonium pour donner la citrulline. La citrulline va se lier à l'aspartate pour donner l'arginosuccinate. L'arginosuccinate va se diviser en 2 molécules, le fumarate qui va aller vers un autre cycle, puis l'arginine. Et c'est l'arginine qui va donner l'urée avec l'ornithine qui va refaire un autre cycle. On a dit, il y a consommation de 2 molécules d'ATP dans la réaction de formation de carbamyl-phosphate grâce à une enzyme qui s'appelle carbamyl-phosphate synthétase et consommation d'une molécule d'ATP ici dans la réaction de formation de l'arginosuccinate à l'aide de la citrulline et de l'aspartate. On a dit que le cycle de l'urée se passe à cheval entre la mitochondrie et le cytosol. Donc, la réaction de ce cycle, c'est cette réaction qu'il faut bien sûr connaître par cœur, c'est NH4+, plus CO2, donc c'est là où on est parti le départ, le début du cycle, plus 3 ATP. Les ATP, on a dit ici, on a 2 ATP là pour la formation de carbamyl-phosphate et une molécule d'ATP ici pour la formation d'arginosuccinate. Donc, on a consommé 3 ATP plus un aspartate qui nous permet par liaison avec la citrulline donner l'arginosuccinate, plus 2 molécules d'eau qui va donner l'urée, plus 2 ADP plus AMP, plus 4 PI, plus le fumarate qui va être libéré ici.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, madame. Pardon? C'est clair. D'accord, merci. Donc, on passe maintenant à la liaison entre le cycle de Lurey et le cycle de Krebs. Parce que le cycle de Lurey, il est lié au cycle de Krebs. Comment ils sont liés? Parce que là, dans le schéma, on voit les deux cycles, presque les deux cycles. On a d'une part le cycle de Krebs et le cycle de Lurey. Et comme je l'ai dit au départ dans ce cours, le métabolisme, dans les réactions métaboliques sont tous liées les unes aux autres dans la cellule. Pour le cycle de Lurey et le cycle de Krebs, il y a deux molécules qui lient ces deux cycles, c'est l'aspartate et le fumarate. En effet, l'aspartate peut être formé par plusieurs méthodes. Et là, par exemple, on voit la transformation de l'alpha-aminoacide en alpha-cétoacide pour former l'aspartate. Mais cet aspartate, on a vu dans le cycle de Lurey, elle peut lier la citrulline pour donner l'arginosuccinate. On a vu aussi que cet arginosuccinate, dans le cycle de Lurey, peut donner le fumarate. Et le fumarate, comme vous le savez, peut entrer dans le cycle de Krebs pour donner le malate, oxaloacétate, etc. Donc, il y a une liaison directe entre le cycle de Lurey et le cycle de Krebs. Bien sûr, on a ici, on a indiqué le cycle de Lurey avec le CO2 et le NH4+, qui vont donner le carbamyl phosphate pour donner la citrulline. Et bien sûr, à partir de l'arginine, on a formation de l'urée, élimination de deux atomes d'azote sous forme d'urée. Alors que pour les fumarates malatoxaloacétate, ça va partir dans le cycle de Krebs et continuer son chemin. Donc, il faut se rappeler que le cycle de l'urée et le cycle de Krebs sont liés par ces deux molécules, aspartate et fumarate. Donc, on a vu que dans la dégradation des acides aminés, on a deux grandes réactions qui sont la transamination et la désamination. Donc, on a vu que pour la désamination, donc la fonction alpha-amine, on a vu le devenir de cette fonction alpha-amine. C'est-à-dire que cette fonction alpha-amine va se transformer en urée grâce au cycle de l'urée, va nous donner l'urée pour qu'il y ait moins de toxicité dans la cellule. Parce que l'ion ammonium est toxique. Maintenant, on va voir le devenir du squelette de carbone, parce qu'on a vu le devenir de la fonction amine, de l'acide aminé, maintenant le devenir du squelette de carbone de l'acide aminé. En fait, la dégradation du squelette de carbone des acides aminés va former des intermédiaires qui peuvent être convertis en glucose ou bien oxydés par le cycle de Krebs.
Donc, la fonction alpha-amine, on a vu son devenir. Maintenant, le devenir du squelette de carbone, soit il va former du glucose ou bien des éléments qui vont entrer dans le cycle de Krebs. En tout, on va les classer, on dit qu'on a 7 produits de dégradation de squelette de carbone des acides aminés. On va parler de 7 produits de dégradation au total. Donc, en fait, on a 2 types. Les acides aminés qui forment le pyruvate ou les intermédiaires du cycle de Krebs. On va parler, dans ce cas, de glucoformateurs. On va dire que ce sont des acides aminés glucoformateurs. Donc, qui vont former soit le pyruvate ou bien des intermédiaires du cycle de Krebs. On va pas parler d'une autre catégorie d'acides aminés qui sont comme, les acides aminés cétogènes. Ces acides aminés vont former l'acétyl-CoA ou bien l'acétoacétyl-CoA. Donc, je répète, on a 2 types d'acides aminés qui vont former soit le pyruvate ou intermédiaire du cycle de Krebs, on va les appeler les glucoformateurs, et l'autre catégorie qui va former l'acétyl-CoA ou l'acétoacétyl-CoA, on va parler d'acides aminés cétogènes. Dans le schéma, on a, si vous regardez, 7 catégories, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'acides aminés, donc 7 produits de dégradation. On a des acides aminés de type en jaune et on a 5 types en rouge ou en marron. Donc, vous avez deviné, ceux qui sont en jaune, c'est les acides aminés qui forment l'acétyl-CoA ou l'acétoacétyl-CoA. Donc, ce sont les acides aminés cétogènes. Cétogènes, et on va voir tout à l'heure les acides, les fonctions cétones, les produits cétoniques. Donc, on a 2 groupes qui vont être les acides aminés cétogènes et qui vont former l'acétyl-CoA et l'acétoacétyl-CoA, et les 5 autres groupes qui sont des acides aminés dits glucoformateurs parce qu'ils forment le glucose ou des intermédiaires du cycle de Krebs. On prend par exemple ce groupe-là en haut qui est l'alanine, cystine, glycine, sérine, thréonine, tryptophane. Ce sont des acides aminés glucoformateurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont se transformer, ces acides aminés, par transamination, se transformer en pyruvate, et pyruvate va entrer dans le cycle de Krebs en oxaloacétate, fumarate, etc., citrate, etc. C'est le cycle de Krebs. Et donc, éventuellement, l'oxaloacétate peut se transformer en phosphorénol pyruvate et donner le glucose avec la néoglucogénèse. Ou bien, il va suivre un autre chemin. En tout cas, ces acides aminés vont donner le pyruvate, ou bien le pyruvate si la cellule a besoin du pyruvate, ou bien rentrer dans le cycle de Krebs, ou bien donner le glucose si la cellule a besoin de glucose par néoglucogénèse. Donc, ce groupe d'acides aminés, on l'appelle acide aminé
le groupe d'acides aminés glucoformateurs. La même chose pour ce groupe d'asparagine aspartate qui va donner l'oxaloacétate, ou bien ce groupe-là qui va donner le fumarate, ou bien ce groupe-là qui va donner le succinyl-CoA, ou bien ce groupe d'arginine, glutamate, glutaminhistidine, proline qui vont donner l'alpha-cétoglutarate. Donc, ce sont des acides aminés glucoformateurs. Alors que les deux autres groupes, d'isoleucine, leucine, tryptophane ou leucine, phénylalanine, tryptophane et tyrosine, ces acides aminés vont nous donner soit l'acétyl-CoA ou bien l'acétoacétyl-CoA. Donc, ce sont des acides aminés cétogènes. Donc, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions. S'il vous plaît, madame. Oui. Pour la réaction, pour le cycle pour la réaction globale, puisqu'on a consommé 3 ATP, je pense qu'on aura formation de 3 ATP. On aura formation de 3 ADP. Ben, on a formation de 2 ADP plus l'AMP. Dans cette réaction, on n'a pas, parce que la cellule aura besoin d'ailleurs d'un phosphore, de plus de phosphore inorganique, PI. Donc, en fait, dans cette réaction, on n'a pas 3 ADP, on a 2 ADP plus AMP avec monophosphate. Parce que vous voyez qu'on a plus 4 pays. C'est les 3 pays si on avait 3 ADP. Mais là, on a 4 parce qu'il y a eu formation d'AMP et non pas ADP, non pas 2 monophosphate. Donc, le phosphate, donc on aura 4 phosphores inorganiques. Ok, merci. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe. Pardon, madame. Pardon? J'ai pas bien compris comment viennent les 4 pays. Les 4 pays? Attends, Oui. je reviens à les 4 pays-là, vous parlez de ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, on a consommation de 3 ATP. Pas obligatoirement quand on a consommation de 3 ATP, on a formation 3 ADP. Ça, il faut le savoir. Parce que ATP, triphosphate, adénosine, triphosphate. ADP, adénosine, diphosphate. AMP, adénosine, monophosphate. Donc, soit on a formation de 3 ADP, soit formation de 2 ADP plus AMP, soit formation de 2 AMP plus une seule ADP, soit formation de 3 AMP. Pas obligatoirement, on a formation que d'ADP quand on consomme l'ATP. Quand on consomme l'ATP, il pourra y avoir formation de 3 ADP, 3 AMP, 2 ADP plus AMP, 2 AMP plus 1 ADP. Ça dépend des réactions. C'est pourquoi, d'ailleurs, 2 ADP plus AMP, ça fait 3 molécules d'adénosine. Mais comme on a 2 ADP, donc on aura 2 pays. Mais plus AMP, combien de phosphores sont partis de l'ATP? 2 autres pays. Donc, on a 4 pays. Parce que pour la molécule, la première molécule, on a enlevé 2 pays.
pour donner l'AMP. Parce que monophosphate, elle était triphosphate, elle est devenue monophosphate. Donc, on a enlevé 2 pays. Alors que pour l'ADP, on a enlevé qu'un seul pays. Et comme on a 2 molécules, donc ça fait 2 autres pays. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Est-ce Oui, que c'est madame. clair? Oui, madame, merci. Donc là, on passe à la biosynthèse des acides aminés. Donc, comme on sait que donc pour former l'acide aminé, il nous faut le squelette carbonique et il nous faut la fonction amine. On a vu que pour la dégradation, on a dégradé l'acide aminé en éliminant la fonction amine et on a vu son devenir et en éliminant le squelette carboné, on a vu son devenir. Maintenant, pour synthétiser l'acide aminé, il faut qu'il y ait assimilation de NH4+. Donc, cette assimilation se fait par la voie de glutamate et de glutamine. Donc, comment ça se passe? NH4 plus l'alpha-cétoglutarate plus NADPH ici et non pas NAD comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure on a vu soit NAD soit NADP. Là, ça se passe avec le coenzyme NADPH plus H+, qui va donner le glutamate plus du NADP+, plus H2O. Cette réaction se fait grâce à une enzyme qui est la glutamate déshydrogénase. Donc, ça c'est en général. L'assimilation de NH4+, se fait par la voie de glutamate et de la glutamine. Là, on a vu la formation du glutamate. Donc, c'est une réaction opposée à celle de la désamination oxydative qu'on a vue du glutamate, mais en utilisant le NADPH. Il faut savoir que pour les bactéries et les plantes, aussi, on a formation de glutamate pour l'assimilation de NH4+. On a pour les animaux souvent la formation de NH4+, par, et son entrée dans le cycle de l'urée. Donc, la formation de l'alpha-cétoglutarate pour entrer dans le Krebs, ça c'est ce qu'on vient de voir avec la liaison cycle de Krebs et cycle de l'urée. Donc, on reprend ce qu'on vient de dire par des formules pour Votre on micro, a dit, madame. pardon? Le micro chez moi était coupé. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Donc, on a dit, je répète, on a dit que le NH4+ est assimilé par la voie du glutamate et glutamine. On a vu que le NH4+ plus l'alpha-cétoglutarate va donner du glutamate. Maintenant, ce glutamate va se transformer en glutamine. On a dit la voie glutamate-glutamine. En fait, comme vous le savez, d'ailleurs, vous êtes censé connaître les formules de
des acides aminés, vous savez que le glutamate plus rajout de NH4+, va donner la glutamine. Parce que la glutamine a deux fonctions amine et le glutamate a une seule fonction amine. Donc, le glutamate, quand on va lui rajouter NH4+, plus une molécule d'ATP, va donner l'acide aminé glutamine plus ADP plus PI. Donc, on a vu les deux réactions pour la synthèse des acides aminés. NH4+, plus l'alpha-cétoglutarate va donner le glutamate. Et ce glutamate, avec rajout de NH4+, va donner la glutamine. Et d'ailleurs, cette glutamine, elle est utilisée comme donneur d'azote et pour la synthèse de nombreux composés dans la cellule. Donc, deux réactions. On a NH4+, plus l'alpha-cétoglutarate qui va donner le glutamate et le glutamate qui va donner la glutamine grâce à une enzyme qui s'appelle la glutamine synthétase. Donc ça correspond à l'assimilation de NH4+. Donc ceci pour former des acides aminés. Maintenant, le squelette carboné. Parce qu'on a vu la fonction amine, d'où elle vient, par la voie glutamate-glutamine. Maintenant, le squelette de carbone pour la synthèse des acides aminés provient des intermédiaires de la glycolyse, de la voie des pentoses phosphates et du cycle de Krebs. Donc, il provient de la glycolyse, de la voie des pentoses phosphates ou du cycle de Krebs. Par exemple, ici, pour former la thréonine. Le squelette de carbone de la thréonine, il va venir de l'oxaloacétate, qui est intermédiaire du cycle de Krebs. En fait, cet oxaloacétate va se transformer en aspartate et l'aspartate va donner la thréonine. Par exemple, on a le ribose 5-phosphate. C'est un intermédiaire de la voie des pentoses phosphates. Lui, il va se transformer en histidine. Son squelette carboné, c'est ça qui va donner l'histidine. Le pyruvate, qui est formé à partir de la glycolyse, lui, son squelette carboné va nous donner les acides aminés alanine, valine et leucine. Le 3-phosphoglycérate, qui est un intermédiaire de la glycolyse, va nous donner la sérine. Et la sérine peut se transformer, si on a besoin de cystéine ou de glycine dans la cellule, l'acide aminé sérine va se transformer en acide aminé cystéine et glycine. On a vu que l'alpha-cétoglutarate peut donner du glutamate. Et ce glutamate peut donner la glutamine, la proline, l'arginine. Son squelette carboné va se transformer pour donner du glutamine, de la proline ou de l'arginine. Le phosphoénol pyruvate, qui est un intermédiaire du cycle de la glycolyse, ou bien l'érythrose 4-phosphate qu'on a vu dans la voie des pentoses phosphates. Donc, l'ensemble de ces deux molécules peut donner la phénylalanine, la tyrosine, le tryptophane. Et la phénylalanine peut se transformer, si on a besoin,
à la tyrosine. Donc, le squelette de carbone pour la synthèse des acides aminés provient des intermédiaires de la glycolyse, de la voie des pentoses phosphates ou du cycle de Krebs. J'espère que c'est clair. Donc, je récapitule. La formation d'acides aminés va donc passer par l'assimilation de NH4+, et le squelette de carbone. L'assimilation de NH4+, se fait par la voie glutamate-glutamine, et donc le squelette de carbone provient des intermédiaires de la glycolyse, de la voie des pentoses phosphates ou du cycle de Krebs. Maintenant, la fixation de l'azote moléculaire, ça c'est juste pour compléter ce chapitre. Les organismes supérieurs ne sont pas capables d'utiliser l'azote moléculaire. L'azote moléculaire, c'est N2, comme source d'azote. Donc, pour les organismes supérieurs, on ne peut pas utiliser N2, l'azote moléculaire, comme source d'azote. La seule source d'azote non organique pour les animaux est le NH4+. Pour les plantes, également, on a utilisation de NO2- et du nitrate NO3-. Certaines bactéries sont capables de fixer l'azote moléculaire en NH3. Ce sont des réactions indispensables pour le cycle de l'azote qu'on n'a pas fait cette année. Exemple, on a les bactéries symbiotiques, rhizobium, qui envahissent les racines des plantes légumineuses et dans les nodules formés fixent l'azote moléculaire. Pour ceux qui les intéressent, on a la réaction totale de la transformation d'azote moléculaire en NH3. Donc, ces éléments utilisent l'azote moléculaire plus beaucoup d'ATP, à 16 ATP, pour former 2 molécules de NH3 plus 16 ADP, donc formation de 16 ATP. C'est une réaction complexe qui est catalysée par un ensemble d'enzymes qu'on appelle le complexe nitrogénase. Et cette enzyme va permettre la réduction de l'azote moléculaire qui possède 3 liaisons covalentes à haute énergie. Puisque ça possède des liaisons à haute énergie, c'est pourquoi on a besoin de beaucoup d'ATP, 16 ATP. Donc ça, c'est juste pour compléter le cours de ce chapitre. Fixation de l'azote moléculaire. On a juste là aussi un complément. Vous rappelez, on a dit que la thréonine peut se transformer en isoleucine, et l'isoleucine peut être transformée en une molécule qu'on a déjà vue dans le cours, vous vous rappelez, en propionyl-CoA, dans les acides gras insaturés. Donc, la voie du propionyl conduit au succinyl-CoA après passage par un intermédiaire qui est le méthylmalonyl-CoA qui va donner le succinyl-CoA. Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre des acides gras. Juste pour vous dire qu'il y a
il peut y avoir une liaison entre les acides aminés et donc les acides gras. Donc la thréonine peut se transformer en isoleucine et en propionyl-CoA. Donc avec ça, on termine le chapitre des acides aminés. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à un autre chapitre? Donc, sinon, on commence le chapitre sur un petit chapitre sur les corps cétoniques. Donc, tout à l'heure, on a parlé des corps cétoniques. Sont des corps produits dans la matrice mitochondriale du foie à partir des acides gras. Ces corps cétoniques peuvent être formés à partir des acides gras dans la matrice mitochondriale du foie. Ces corps cétoniques peuvent être assimilés à des déchets. On peut parler de déchets pour les corps cétoniques. Mais ils se révèlent être un carburant énergétique pour les tissus périphériques, tels que le muscle squelettique, tels que le muscle cardiaque ou bien le cortex rénal. Donc les corps cétoniques qu'on appelle les déchets, nous, dans le jargon en biologie, en fait, ce ne sont pas des déchets, ils peuvent être des carburants énergétiques pour d'autres tissus, tels que le muscle squelettique, le muscle cardiaque ou le cortex rénal. Donc, les corps cétoniques, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle, c'est les molécules telles que l'acétylacétate, la bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. Ce sont des corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est l'acétylacétate, la bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. Donc, on va parler de ces trois molécules de corps cétoniques. En fait, l'utilisation des corps cétoniques se fait pour pallier le manque de glucose dans les cellules. Le manque de glucose dans les cellules, souvent dû à un diabète. Mais l'inconvénient de ces corps cétoniques, c'est qu'ils peuvent entraîner ce qu'on appelle une acidose de l'organisme. Une acidose peut provenir de la concentration en acétone dans la cellule après transformation de l'acétoacétate en acétone. Là, il manque sur le schéma une flèche, acétoacétate qui va donner l'acétone avec transformation de NADH H+ en NAD. Donc, vous rajoutez les deux flèches qui manquent. Donc, l'inconvénient de ces corps cétoniques, c'est qu'ils peuvent entraîner une acidose ce qu'on appelle une acidose de l'organisme, c'est-à-dire une grande concentration d'acétone, de la molécule d'acétone dans l'organisme. Comme l'acétone n'a aucune signification métabolique, il va être éliminé dans la cellule au niveau pulmonaire. Et on va voir la réaction. Alors que l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate sont synthétisés dans le foie et peuvent être utilisés comme carburant alternatif dans les tissus périphériques. Donc, on a dit les corps cétoniques
c'est ça peut être l'acétylacétate, la bêta-hydroxybutyrate ou bien l'acétone. On a vu que l'acétone est formé en général à partir de l'acétoacétate en réaction simultanée avec NADH, H+, NAD, et que cet acétone va être éliminé au niveau pulmonaire, alors que l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate, eux, sont synthétisés dans le foie et vont passer dans le sang et peuvent être utilisés comme des carburants, de l'énergie alternative dans des tissus périphériques, on a dit tels que le muscle squelettique, le muscle cardiaque et le cortex rénal. La production de corps cétonique peut entraîner, là aussi, une forte acidose. Donc, une augmentation du pH plasmatique. Ça va devenir acide. Et parfois, cette grande production de corps cétonique peut conduire à un coma mortel. Pour vous dire la gravité ou le grand inconvénient de une acidose de l'organisme. L'utilisation maintenant des corps cétoniques. L'utilisation des corps cétoniques, ça se fait en cas de jeûne, c'est-à-dire, par exemple, au mois de Ramadan, on a la synthèse du glucose à partir de réserves de glycogène, à partir de protéines mobilisables, telles que les acides aminés glucoformateurs, à partir de triglycérides, ou bien la néoglycogénèse, elle est activée et on a aussi le glucose qui peut être une source énergétique naturelle pour le cerveau et le muscle en activité. L'organisme présente une réserve journalière pour les glucides. Au cours du jeûne, si on voit cette figure, on voit que on a de plus en plus, quand on augmente les jours de jeûne, on voit que le nombre de corps cétoniques augmente et on aura utilisation de ces corps cétoniques par le cerveau à la place du glucose. Donc, on a dit quand on augmente le nombre de jours de jeûne, on aura une augmentation de corps cétonique. Donc, en cas de jeûne, on a utilisation des corps cétoniques par le cerveau à la place du glucose. Après 3 jours de jeûne, un tiers de l'énergie nécessaire au cerveau est assuré par les corps cétoniques. Après 40 jours de jeûne, les corps cétoniques sont la principale source d'énergie pour le cerveau, à peu près 70%. Parce que le cerveau a un besoin constant de glucose. Les réserves de glucose sont épuisées en un jour et les précurseurs du glucose sont peu abondants. Par contre, les acides aminés
provenant de la dégradation des protéines sont fournis principalement par le muscle. Et on a aussi une mobilisation des triglycérides dans les tissus adipeux et du coup, on a synthèse d'acides gras. En cas de diabète aussi, en cas de diabète, ce qu'on appelle le diabète sucré, c'est là où on prend l'insuline, on a utilisation des corps cétoniques. On a utilisation des corps cétoniques aussi au niveau quand on a une glycémie très importante et quand on a aussi une carence de l'abondance de glucose. Donc, on a vu ça dans le jeûne. Qu'est-ce qui se passe? On a néoglucogénèse, on a un catabolisme des acides gras et des protéines sont activés. Le catabolisme des acides gras et des protéines sont activés. Du coup, on a un taux de corps cétonique qui va augmenter. Et en cas de diabète de type 2, on a une néoglucogénèse qui va consommer la plus grande partie de l'oxaloacétate. Du coup, on a un catabolisme des acides gras avec production d'une grande quantité d'acétyl-CoA. Du coup, on a le cycle de Krebs qui est saturé et on a formation de corps cétonique. Juste pour vous mettre dans le bain, pour savoir un exemple de corps cétonique, on a par exemple la laine des diabétiques a souvent une odeur d'acétone. En fait, c'est la formation de corps cétonique. Cette odeur d'acétone, il signale en général une forte concentration de corps cétonique dans le plasma sanguin. En fait, cette odeur d'acétone correspond à une décarboxylation spontanée de l'acétoacétate. Parce qu'on a vu que l'acétoacétate va donner l'acétone. Donc, cette haleine, mauvaise haleine que ont les gens diabétiques de type 2, correspond à une forte concentration de corps cétonique dans le plasma sanguin. Donc là, ce petit chapitre de corps cétonique, c'est juste bon, pour vous mettre, parce qu'on parle de corps cétonique dans tous les chapitres qu'on a vus, donc pour vous dire ce que c'est, pour vous montrer à quoi ça correspond en général. Donc, je récapitule ce petit chapitre. Les corps cétoniques, on dit qu'ils sont l'acétylacétate, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. On a vu que l'acétoacétate peut se transformer en acétone, que l'acétone, comme il n'a pas une signification métabolique, il va être éliminé au niveau pulmonaire, et que l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate qui sont synthétisés dans le foie peuvent être utilisés comme des carburants pour les tissus périphériques. Les tissus périphériques, on parle de muscles squelettiques, muscles cardiaques et cortex rénal. On a vu qu'au cours du jeûne, la concentration de corps cétonique va augmenter et que les corps cétoniques, après par exemple 40 jours de jeûne, sont la principale source d'énergie pour le cerveau, jusqu'à 70%. On a vu que ces corps cétoniques peuvent se manifester au cours de certaines maladies par une mauvaise, par exemple, haleine chez les diabétiques et
ça veut dire qu'il y a une grande concentration de corps cétonique dans le plasma sanguin. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passe à un autre chapitre, un autre petit chapitre. Donc, je passe au... Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Donc, je passe à un autre petit chapitre qui est le métabolisme des acides nucléiques. Donc là, tout le monde connaît les acides nucléiques. Donc, le métabolisme des nucléotides, puriques et pyrimidiques, vous savez ce que c'est que les acides nucléiques puriques et pyrimidiques, AG et CT, diffèrent au niveau de la biosynthèse comme du catabolisme. Donc, bien sûr, comme tous les autres métabolismes, on a une différence au niveau du catabolisme et au niveau de l'anabolisme, de la synthèse. Ces voies de catabolisme et d'anabolisme des acides nucléiques sont la cible de nombreuses thérapies antivirales et anticancéreuses. Maintenant, c'est métabolisme des acides nucléiques et les voies de biosynthèse et de catabolisme sont souvent utilisées en médecine pour les thérapies contre les virus et contre le cancer. Maintenant, la biosynthèse des nucléotides. Dans la biosynthèse de nucléotides, on a deux voies. La première voie, ce qu'on appelle la synthèse de novo, et la deuxième voie, c'est la synthèse de récupération. Donc, la biosynthèse se fait par deux voies, soit la synthèse de novo, soit la synthèse de récupération. La synthèse de novo, c'est-à-dire qu'on va synthétiser les nucléotides à partir de précurseurs et par une voie métabolique très consommatrice d'énergie. La synthèse de novo se fait à partir de précurseurs et par une voie métabolique très consommatrice d'énergie. Les acides nucléiques sont synthétisés soit sous forme de ribonucléoprotéines et ces ribonucléoprotéines vont subir une réduction par des enzymes réductases pour devenir des désoxyribonucléotides. Parce que comme vous le savez, on a l'ADN et l'ARN. L'ARN ribo et l'ADN désoxyribo. Donc, les acides nucléiques sont synthétisés sous forme de ribonucléoprotéines, mais pour donner de l'ADN, ils vont subir une réduction par des ribonucléotides réductases pour donner l'ADN, désoxyribonucléotides. Ça, c'est la voie de synthèse, ce qu'on appelle la synthèse de novo. Mais il y a une autre voie de synthèse qui est une synthèse de récupération, c'est-à-dire qu'on a synthèse d'acides nucléiques à partir de bases. Alors, vous savez que les acides nucléiques sont formés de bases, d'un sucre et d'un phosphore. Donc, cette voie de synthèse de récupération se fait à partir de bases ou de nucléotides qui proviennent soit de l'alimentation ou bien du catabolisme intracellulaire. Donc, la dégradation de molécules au niveau de la cellule
peut être la base de formation de nucléotides, d'acides nucléiques. C'est pourquoi on appelle ça une synthèse de récupération. Ou bien à partir de l'alimentation. Donc, la deuxième voie de biosynthèse de nucléotides se fait à partir de bases ou de nucléotides qui proviennent ou bien de l'alimentation ou bien du catabolisme intracellulaire. Bien sûr, là, on a une économie d'énergie par rapport à la synthèse, la première voie de synthèse de nucléotides, qui est la synthèse de novo, qui va consommer beaucoup d'énergie. Donc, la synthèse de novo va utiliser une voie métabolique très consommatrice d'énergie parce qu'elle se fait à partir de précurseurs. Mais la synthèse de récupération, on aura moins de consommation d'énergie parce qu'on a juste récupéré les bases ou les nucléotides, soit de l'alimentation, soit du catabolisme intracellulaire. Maintenant, le catabolisme des acides nucléiques. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail pour la synthèse. On a juste dit qu'il y a deux voies de synthèse des nucléotides. Pour le catabolisme et le recyclage des acides nucléiques a lieu de manière quasi exclusive dans le foie et l'intestin grêle. Donc, le catabolisme et le recyclage des acides nucléiques a lieu de manière quasi exclusive dans le foie et l'intestin grêle. Que ce soit des acides nucléiques qui sont endogènes, c'est-à-dire qui proviennent de l'organisme quand il y a renouvellement ou bien lisse cellulaire, ou bien quand ils proviennent de l'alimentation. Parce qu'on a dit que la biosynthèse se fait soit par récupération, soit à partir de précurseurs de la cellule, provenant de la cellule. Donc, que ce soit donc endogènes, qui proviennent de la cellule, ou bien qui proviennent de l'alimentation, ces acides nucléiques, leur catabolisme se fait quasi exclusivement dans le foie et l'intestin grêle. Dans le schéma qui va suivre, on va voir le catabolisme des acides nucléiques à base purique. Donc, le schéma montre qu'on part d'un acide nucléique en haut qui va subir une dégradation par les nucléases et qui va donner des nucléotides puriques. Ces nucléotides, qui sont l'AMP ou le GMP, parce que purique, c'est adénosine, guanosine, A et G, et je vous rappelle que les nucléotides pyrimidiques, c'est TC, thymine et cytosine. Donc, nucléotides puriques, AMP et GMP. Ces nucléotides puriques vont subir, vont se transformer grâce à des nucléotidases, vont se transformer soit le GMP en guanosine, bien sûr, et l'AMP en adénosine. Donc là, je rappelle qu'on parle du catabolisme, c'est-à-dire la dégradation des acides nucléiques. Et plus particulièrement, les acides nucléiques à base purique. Donc, une fois que les acides nucléiques, grâce aux nucléases, donnent des nucléotides, soit AMP, soit GMP,
ces nucléotides AMP, GMP vont se dégrader grâce à des nucléotidases pour donner la guanosine, les bases qui constituent les acides nucléiques, parce qu'on a dit les acides nucléiques sont formés entre autres par des bases, donc guanosine et adénosine. Guanosine peut donner la guanine et l'adénosine va donner l'adénine. Je rappelle que l'AMP peut se transformer en IMP. Et ce IMP, c'est ce qui nous donne l'inosine et puis l'hypoxanthine et peut se transformer en xanthine. Et cette xanthine peut donner l'acide urique. Donc, l'AMP, grâce à une désaminase, peut donner l'IMP. Il y a une désamination de l'AMP qui va donner l'IMP. Et l'adénosine peut aussi, grâce à une désaminase, adénosine-désaminase, donner l'inosine. Donc, les acides nucléiques vont donner des nucléotides et ces nucléotides vont donner les bases correspondant, parce que pour le catabolisme des acides nucléiques à base pyrimidike, ils ne vont pas donner AMP, GMP, mais vont donner CMP et TMP. Donc, l'adénosine ici, guanosine, et va donner la guanine, l'adénine, l'hypoxanthine et la xanthine. Et je rappelle que cette xanthine peut donner l'acide urique. Donc ça, c'est un schéma pour vous montrer, schéma très basique, pour vous montrer le catabolisme des acides nucléiques à base purique. Donc, il faut savoir que chez l'homme, l'acide urique, qui dans la formule c'est 2,6,8, mais vous n'êtes pas obligé de le connaître, oxopurine ou ce qu'on appelle le 8-oxoxanthine, en fait, c'est le produit terminal de la dégradation des bases puriques. Donc, il faut savoir que chez l'homme, l'acide urique, qu'on a vu dans le schéma, je remets le schéma pour le revoir. Donc, l'acide urique, chez l'homme, c'est le produit terminal de la dégradation des bases puriques. Il faut savoir qu'il est quasiment insoluble dans l'eau et à pH physiologique, il est trouvé majoritairement sous forme d'urate de sodium. C'est ce qu'on appelle le sel sodique d'acide urique. Il est peu soluble, mais plus que l'acide urique. Il est plus soluble que l'acide urique. Parce qu'on a dit que l'acide urique, il est quasiment insoluble dans l'eau. Mais à pH physiologique, il est trouvé, donc il se transforme en urate de sodium. Et cet urate de sodium, il est plus soluble que l'acide urique. Comment cet acide urique ou bien l'urate de sodium est éliminé chez l'homme? Il est éliminé par voie rénale, majoritairement par voie rénale, par le rein, mais peut être aussi éliminé par l'intestin, ce qu'on appelle la transformation en halotowine par la flore bactérienne, via une enzyme qu'on appelle l'uricase, pour faire référence à l'acide urique. Donc, je répète, chez l'homme, l'acide urique, c'est le produit final de la dégradation des bases puriques. Il peut se transformer en urate de sodium qui est plus soluble à pH physiologique. Et ce dernier peut être éliminé soit par voie rénale majoritairement, soit par voie intestinale grâce à une enzyme uricase qui va le transformer en
en allantoïne. Et ceci grâce à la flore bactérienne. Donc, juste pour vous signaler que on peut doser l'acide urique dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle l'urécémie. Et donc, on va le doser soit sous forme acide ou dans l'urate. Et normalement, cet acide urique doit être présent en concentration faible dans la circulation parce que l'acide urique, il se précipite facilement. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a une grande urécémie, c'est-à-dire une grande concentration dans l'acide urique? D'ailleurs, quand on a une grande concentration de l'acide urique, on parle de l'hyperurécémie. En fait, le taux sérique dépasse la limite de solubilité et il y a cristallisation du urate de sodium, soit dans les tissus ou dans les articulations. Et d'ailleurs, c'est la fameuse maladie dont on parle, c'est la goutte, la maladie de la goutte, quand il y a cristallisation de cet acide urique dans les mains, au niveau des mains ou des pieds. Et c'est une maladie connue qui provoque beaucoup d'inflammation. Ou bien dans les urines, s'ils sont très acides. Et là, on parle d'une autre maladie qui est qu'on appelle les coliques néphrétiques. Donc, cette maladie peut être traitée, mais on ne va pas s'attarder là-dessus par bien sûr, des analogues structurels de l'hypoxanthine. Maintenant, dans ce schéma, là, je vous ai donné juste pour vous mettre dans le bain de quelques schémas de structure de l'hypoxanthine, de l'exanthine, et leur transformation en acide urique. Donc là, juste, je me répète, vous n'êtes pas obligé de connaître ces formules, que l'hypoxanthine et la xanthine sont très solubles et donc facilement éliminés par la voie rénale. Donc là, on a parlé du catabolisme des acides nucléiques à base purique. Maintenant, pour le catabolisme des acides nucléiques à base pyrimidique, on va passer rapidement. Les produits du catabolisme des bases pyrimidiques sont très hydrosolubles, le CO2 et le NH3. Le CO2, il est expiré, le NH3, il est éliminé par la voie urinaire et utilisé dans la synthèse hépatique de l'urée. Par exemple, la bêta-alanine et la bêta-amino-isobutyrate, on a élimination au niveau de l'urine et transformation en acétyl-CoA et succinyl-CoA. Et il faut savoir que la surproduction de bases pyrimidiques ne donne pas d'anomalie en clinique, contrairement aux bases puriques, parce qu'on a vu que les bases puriques peuvent donner des maladies, entre autres la maladie de la goutte ou des maladies rénales, alors que quand on a une surproduction de bases pyrimidiques, on n'a pas d'anomalie clinique. Et avec ça, on termine ce petit chapitre, une vue générale du métabolisme des acides nucléiques. Donc, moi, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et la séance prochaine, on terminera avec un nouveau chapitre. Est-ce que vous avez des questions avant de finir? Donc, la séance prochaine, ça sera sûrement la dernière séance du cours. Donc, je vous conseille, si vous avez des questions ou à poser, vous les préparez pour la séance prochaine.
Donc, vous révisez votre cours et si vous avez des questions, vous les notez. On les discutera la séance prochaine, jeudi, Inch'Allah. D'accord. Donc,